Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur de prendre la parole dans le cadre des 175 ans de notre vénérable conseil. Et donc, la première question, évidemment, c'est de définir ce qu'est l'intelligence artificielle et ses différentes formes. Je vais y consacrer une dizaine de minutes. Donc, l'intelligence artificielle, elle désigne la simulation des processus d'intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques. Ces processus incluent l'apprentissage, le raisonnement et l'autocorrection. Et on peut ajouter que les applications spécifiques de l'IA comprennent les systèmes experts, la reconnaissance vocale visuelle, le traitement naturel, la robotique et la prise de décision. Alors il y a en fait 3 niveaux d'intelligence artificielle. Le premier est l'intelligence artificielle étroite. Elle est faible dans le sens de la catégorie de l'intelligence, parce qu'elle n'est spécialisée que dans une gamme étroite de paramètres ou de situations. On y mettra par exemple la reconnaissance vocale ou les voitures sans conducteur par exemple. Donc, en ce qui concerne les voitures sans conducteur, n'ont donc ni volant ni pédale, elles fonctionnent avec des cartes en 3D et avec un chauffeur Google. Les appareils à commande vocale, nous connaissons Siri, par exemple, ou Alexa. Ça utilise une interface ANI, donc intelligence artificielle étroite, via des appareils intelligents. Les filtres de messagerie vont également se rencontrer dans cette catégorie. Plus communément, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générale, qui est considérée comme étant une intelligence artificielle forte, parce qu'elle travaille à un niveau supérieur qui est censé correspondre au niveau de l'intelligence humaine. Et elle nécessite en fait une machine pour effectuer des tâches intellectuelles comparables à celles des humains. Et le point évidemment est que comment est-ce qu'on va classer une machine, un robot si vous voulez, dans cette catégorie? Eh bien, il faut qu'elle puisse passer dans le sens présenter mais réussir un certain nombre de tests qui permettent de vérifier son intelligence machine. Par exemple, le test de Turing, c'est un test qui vérifie la capacité d'une machine à agir comme celle d'un humain, c'est-à-dire que si vous interagissez avec elle, vous pensez que vous interagissez avec un humain. Il faut que cette machine obtienne au moins un score de 70% pour qu'elle soit classée dans la catégorie de l'intelligence artificielle générale, donc dans l'AGI. Une autre analyse, un autre exemple simple, c'est le test du café qui demande à un robot de pénétrer dans un environnement domestique, de trouver du café et d'apprendre à le préparer. Un candidat doit réussir le test du Robot College qui implique que le robot s'inscrive à des cours et les suive avec succès. Un robot peut également présenter et réussir un examen d'embauche, par exemple. Et enfin, nous avons la superintelligence artificielle qui n'est pas encore très développée, mais vu la vitesse de développement de ces éléments, on peut penser que ça surviendra bientôt, qui dispose d'une intelligence considérée comme étant supérieure à celle de l'humain. Et nous sommes donc ici dans le niveau intermédiaire, celui de l'intelligence artificielle générale. Voilà donc ce qu'est ou ce que sont les différents types d'intelligence artificielle. Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de sous-domaines. Nous avons l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle en anglais le machine learning, qui est une méthode d'analyse des données qui automatise la construction des modèles analytiques, qui va reposer sur l'idée que les systèmes peuvent apprendre des données, ce qu'ils peuvent faire évidemment, identifier des modèles, les modéliser et prendre des décisions, la notion de décision est importante, avec un minimum d'intervention humaine. Donc machine learning, la machine apprend, la machine est apprenante. Un niveau plus important, c'est l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, qui est une sous-catégorie de la précédente, qui utilise des réseaux de neurones artificiels avec de nombreuses couches, d'où la notion de profondeur, exactement comme dans les 6 couches du cortex humain, permettant le traitement de données à grande échelle et la reconnaissance de motifs complexes. Nous avons alors le traitement de langage naturel, Natural Language Processing en anglais, qui est un domaine qui se concentre sur l'interaction entre les ordinateurs et les humains à travers le langage naturel. Les applications ici vont inclure la traduction automatique, les chatbox et l'analyse de sentiments, par exemple. Il y a de nombreux autres exemples. La vision par ordinateur permet aux machines de comprendre et d'interpréter le monde visuel.
Les applications vont de la reconnaissance faciale à la conduite autonome en passant par le radiodiagnostic. Et on comprend un exemple en médecine, par exemple, via le radiodiagnostic. L'intelligence artificielle générative est un type qui peut générer de nouveaux contenus, comme des textes, des images et même des vidéos. Les modèles comme GPT-3, qui est le moteur derrière ChatGPT, ou les Generative Adversarial Networks, les GAN, en sont des exemples connus et que vous connaissez probablement, ne fût-ce qu'au travers de l'interface ChatGPT. Et puis, nous avons derrière cela donc toute une série d'applications en robotique, l'utilisation des systèmes experts et bien entendu les processus de planification, d'organisation, d'optimisation par exemple. Un point important à aborder à propos de l'intelligence artificielle, une évolution relativement récente, consiste à bien comprendre la différence entre une intelligence artificielle déductive et une intelligence artificielle, générative. La première va se baser sur la logique et des règles prédéfinies pour tirer des conclusions à partir de données existantes. Elle utilise des systèmes de raisonnement formels, souvent basés sur des règles et des faits, pour effectuer des interférences logiques. Donc, les domaines d'utilisation sont notamment en médecine, le diagnostic médical, ou les systèmes juridiques automatisés et la gestion des conséquences et des connaissances. Alors, un système expert médical, par exemple, qui va utiliser une base de règles pour diagnostiquer une maladie en fonction des symptômes du patient, va se rencontrer parfaitement dans l'exemple de l'IA déductive. Plus évoluée quelque part, l'IA générative, qui est une forme d'intelligence artificielle qui est capable de créer de nouvelles données qui sont similaires aux données d'entraînement. Donc la machine va utiliser des données d'entraînement pour après générer de nouvelles données. Comment? En utilisant des modèles probabilistiques et des réseaux de neurones, donc nous revenons au deep learning de tout à l'heure, comme les transformateurs ou les réseaux génératifs adverses. Donc on va créer du contenu, par exemple dans l'art, pour générer des données synthétiques pour l'entraînement de modèles, la traduction automatique ou des chatbox avancés. Alors, vous voyez que le deep learning va utiliser toute une série de types de réseaux artificiels. Je ne vais pas, for the sake of time, comme on dit en anglais, approfondir ces différents aspects. On peut y revenir dans la discussion, les différences entre, par exemple, des réseaux de neurones récurrents, des réseaux de neurones de fonction radiale ou convolutifs. Ce que je vous invite à retenir, c'est qu'ils vont répondre à des objectifs différents. Ils peuvent éventuellement être complémentaires, mais ça veut dire aussi que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a en fait de multiples sous-types et sous-formes d'intelligence artificielle qu'il va falloir, je dirais, cerner davantage en fonction des principes d'utilisation. Alors, un autre élément qui est important et qui nous amènera un petit peu aussi à la fin à discuter sur les limites, etc., et sur les risques, c'est de faire la différence entre les données synthétiques et les données réelles. Vous voyez ici, je ne vais pas lire tous les éléments qui sont repris sur la diapositive. On retiendra par exemple que les données réelles sont obtenues par des cas d'usage, tandis que les données synthétiques sont créées par des intelligences artificielles. Elles sont, si vous voulez, ces données synthétiques comme un clone de données originales. Pensez à elles comme une copie qui n'est pas réelle, mais qui ressemble et qui agit presque comme une entité réelle. Ce type de données artificielles est fabriqué en utilisant un programme informatique qui comprend notamment des données originales utilisées dans le monde réel tel qu'il apparaît et tel qu'il fonctionne. Ces données ont les mêmes modèles et les mêmes comportements que l'objet originel copié, et c'est un peu, si vous voulez, comme la façon dont les jeux vidéo créent des mondes qui semblent réels, mais qui sont fabriqués et générés par des ordinateurs. Nous avons tous vu nos enfants jouer avec cet élément des jeux vidéo. Alors, quel est l'intérêt? Vous voyez des données qui sont là-bas. C'est notamment qu'elles peuvent être utilisées
pour tester et entraîner l'intelligence artificielle sans utiliser des données sensibles ou privées qui appartiennent à des vraies personnes. C'est évidemment toute la limite, notamment en médecine, d'utiliser des données personnelles. Ici, il n'y a pas de souci puisque ce sont des données qui sont créées. Donc, dans le domaine de la santé, dis-je, cette intelligence artificielle peut apprendre à partir de données synthétiques qui sont semblables aux données réelles des patients, mais sans avoir le moindre risque de révéler des informations personnelles sur les santé de l'individu. Et ces données synthétiques sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre ou pourront nous permettre de résoudre des problèmes importants en intelligence artificielle. Vous aurez compris que l'intelligence artificielle a besoin d'apprendre à partir de données de grande taille. Sans données suffisantes, l'intelligence artificielle ne peut pas apprendre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'améliorer. C'est ça le point essentiel, c'est qu'elle s'auto-améliore, si vous voulez. Mais nous ne pouvons pas utiliser des données réelles, et donc c'est là que les données synthétiques ont un intérêt qui nous paraît évident. Alors, Gartner, en fait, vous connaissez certainement Gartner, donc c'est une société de consultants informatiques qui vérifie notamment les niveaux de maturité, les niveaux d'efficience des systèmes informatiques au sens large et qui les classe en degrés de maturité. Eh bien, Gartner prévoit que d'ici 2030, donc c'est dans 6 ans, ce n'est pas très loin, les données synthétiques éclipseront complètement les données réelles dans les modèles d'intelligence artificielle. Et il ajoute dans le rapport que l'un des principaux problèmes du développement de l'IA aujourd'hui est la charge que représente l'obtention de données du monde réel et leur étiquetage pour que les modèles d'intelligence artificielle puissent être entraînés efficacement. Si vous utilisez de temps en temps ChatGPT, vous allez constater qu'à un moment donné, ils sont bloqués sur des données, en tout cas les 2 premières années, qui dataient de 2021. Donc on sent bien à un moment donné les limites. Il y en a d'autres également, bien sûr. Alors, brièvement, l'exemple du monde hospitalier, qui est celui, je dirais, le domaine de santé qui nous réunit ici, pour un peu voir comment pouvons-nous utiliser l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. De nouveau, commençons par une définition. Système informatique destiné à faciliter la gestion de l'ensemble des informations médicales et administratives de l'hôpital. L'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer ou d'optimiser la qualité des soins. Les soins ne sont jamais parfaits, il est toujours possible de les optimiser, de les améliorer, parfois de manière importante, parfois à la marche, cela dépend, tout en augmentant l'efficience. Et qui dit efficience dit également probablement réduire les coûts dans une large mesure. Donc c'est mieux gérer, mieux soigner, et les deux ne sont certainement pas incompatibles. Si on gère mal, on va avoir des capacités d'investissement qui sont faibles et probablement ne pas pouvoir avoir des machines performantes ou des médecins performants ou suffisamment d'infirmières, que sais-je encore. Donc la notion d'efficience est importante. La mise en œuvre du SIH, donc du système d'information hospitalier, est un processus complexe qui nécessite une élaboration, une formalisation et aussi une formation d'ailleurs du personnel, toujours une très grande résistance au changement, pour aboutir à un processus d'informatisation complet. Le projet doit être phasé en étapes, il comporte des risques, il faut bien y réfléchir. En général, si vous voulez informatiser complètement un système, il faut compter probablement entre 10 et 15 ans si tout fonctionne bien. Que contient-il ce SIH? Et je ferai le lien, bien entendu, dans un petit moment avec l'importance des données et l'intelligence artificielle. Il comporte évidemment des informations qui sont liées aux soins du patient, des informations administratives, des informations sur l'activité de l'hôpital, comment est-on performant, où est-ce que l'on recrute nos patients, et sur les fonctions existantes dans l'hôpital. Est-ce qu'on fait telle ou telle chose? Est-ce que c'est disponible? Quand est-ce disponible? Etc., etc. Les objectifs de tels systèmes sont de centraliser les données, c'est-à-dire d'avoir un accès rapide et sécurisé à l'information médicale pertinente. C'est particulièrement important quand vous travaillez dans un hôpital multisite. CHU de Liège, nous avons 4 sites d'hospitalisation et 4 sites de consultation, de polyclinique. A fortiori, si vous passez à la notion du réseau, qui a été mis en place par le ministre Van den Broek, la coordination des soins est une notion importante.
ça améliore la qualité des soins, je pense qu'on peut en être convaincu, ça optimise les processus administratifs, les données doivent être sécurisées, et vous savez bien que depuis quelques années, malheureusement, de nombreux hôpitaux belges, européens, américains ont dû faire face à des systèmes de hacking avec des rançons qui ont généralement été payés, même si les gens, parce qu'en Belgique, on ne peut pas dire qu'on paye pour ce genre de choses, parce que c'est une forme de terrorisme. Et quand l'hôpital est bloqué, il faut bien faire quelque chose. Vous direz, au mieux qu'il ne le soit pas, évidemment. Ça facilite la recherche clinique, c'est un élément essentiel dans un environnement hospitalier. Ça permet la formation, le développement des professionnels et d'analyser les performances et de prendre des décisions. Et il y a une notion de coût. La mise en place d'un système d'information hospitalier va concerner à la fois des acteurs dans une approche verticale, que vous voyez listés ici, qui sont des services administratifs, des unités médico-techniques, la pharmacie, les services logistiques, etc., et donc des ressources qui sont à la fois productrices et consommatrices d'informations, et une approche horizontale qui va concerner les différentes fonctionnalités. Ça permet juste de montrer notre processus complet d'informatisation au CHU de Liège. Nous avons commencé en 2003, et en 2022-23, nous avons clôturé à peu près l'ensemble des fonctionnalités, y compris un circuit du médicament complet, qui est un des éléments les plus complexes parce qu'il concerne énormément d'acteurs. Alors, pourquoi lier le SIH avec l'intelligence artificielle? Eh bien, le lien, évidemment, ce sont les données. C'est l'importance des données. Quand vous avez informatisé un hôpital, l'intérêt, évidemment, c'est d'après d'exploiter les données. Exploiter les données pour améliorer la qualité des soins. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec ce qu'on appelle le modèle de maturité dit EMRAM, Electronic Medical Record Adoption Model de la firme IMSS américaine, qui classe le processus d'informatisation d'un hôpital de 0 à 7. 0, vous n'avez rien. 1, vous avez les systèmes ancillaires. 6, l'informatisation est complète. Et 7, c'est là que ça devient intéressant, vous exploitez un data warehouse, un entrepôt de données. Et comment est-ce que vous l'exploitez? Non seulement pour gérer l'hôpital, mais aussi pour vérifier votre protocole de soins, pour vérifier vos algorithmes, pour vérifier que ce que vous faites, eh bien, vous le faites bien. Et est-ce que l'analyse des données vous démontre que vous pouvez améliorer certains processus? Par exemple, vous avez un processus de gestion des plaies et ou des infections iatrogènes, que sais-je encore, et les données que vous analysez sur une période d'1 an ou de plusieurs années vont vous montrer qu'il y a peut-être un processus d'amélioration. Mais les données, évidemment, on peut avoir peu de données, mais on comprend bien que quand on informatise un hôpital important, on a beaucoup de données, on a du big data. Le RGPD les décrit comme big data en santé, des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, donc pas d'une personne morale, y compris la prestation de services de soins de santé qui relèvent des informations sur l'état de santé d'une personne. Donc c'est évidemment extrêmement sensible, d'où les nombreux systèmes de sécurité que l'on met en place pour que ces données ne soient pas divulguées, ne soient pas consultées en dehors d'un lien thérapeutique ou d'un besoin clair et qu'elles ne soient pas diffusées, bien entendu. Et donc, le data warehouse en anglais, l'entrepôt de données en français, quand un système d'information hospitalier est complètement déployé, il est évidemment alimenté par de multiples données de biologie clinique, d'imagerie médicale, de planning opératoire, de gestion des lits en temps réel ou prévisionnel, de processus de prescription et de plan d'administration du médicament, mais aussi de données administratives ou de facturation, etc. Et ce data warehouse, eh bien, il doit être exploité. On peut se poser la question, quelles données intéressent le plus les cliniciens? Alors, dans notre hôpital et quelques hôpitaux académiques belges, on s'est posé la question, ce sont les données du dossier médical du patient, les caractéristiques et mouvements du patient, par exemple la zone d'achalandise d'un hôpital, des données de facturation, administratives ou médicales, des données de laboratoire et des données d'imagerie médicale. Alors, ça peut varier évidemment d'un hôpital à l'autre, bien entendu. Pourquoi est-ce que ces données sont-elles utilisées? Vous voyez dans le cas du CHU de Liège, pour analyser l'activité,
important au niveau du médecin, du chef de service, du gestionnaire. Pour de la recherche, presque autant, c'est la pénultième ligne. Pour la rédaction d'un PhD, toute une série d'éléments que vous voyez ici, convention INAMI, processus de discussion au sein de la conférence des hôpitaux académiques de Belgique, etc. Alors, à partir du moment où nous avons énormément de données, il faut évidemment les analyser. Il faut prendre le temps de les analyser. Il faut pouvoir les analyser sans avoir des centaines de personnes disponibles. Généralement, ce sont des équipes de quelques personnes. Et là se retrouve évidemment l'intérêt, l'intersection avec l'intelligence artificielle. C'est que l'application de ces programmes à de vastes quantités de données médicales permet d'établir des analyses multiparamétriques beaucoup plus robustes et de nouvelles pistes de diagnostic. Grâce à l'émergence des objets connectés, des applications, les patients peuvent même gérer leur maladie de manière beaucoup plus autonome, suivre en temps réel leur état de santé sans se déplacer, ce qui favorise l'accès aux soins, notamment dans des zones qui sont plutôt qualifiées de déserts médicaux. Alors, quelles sont les applications actuelles de l'intelligence artificielle générative? Souvenez-vous de la différence faite tout à l'heure dans le domaine de la santé. Aider au diagnostic et au choix du traitement, l'apport à l'imagerie médicale, l'utilisation des médicaments, prescription optimale, effets secondaires, organisation des établissements hospitaliers et relations avec les professionnels de santé, recherche en biologie et en santé et enseignement. Et de manière assez large, on pourrait discuter rien que de cette diapositive certainement pendant une demi-heure au minimum. Notre médecine est basée essentiellement, l'evidence-based medicine, sur la pyramide de l'évidence. La pyramide, qu'est-ce qui est au sommet de la pyramide d'évidence? Ce sont les études randomisées. Si vous avez plusieurs études randomisées dans des guidelines, vous allez atteindre la classe A ou classe B, au level A ou level B, selon le nombre de RCT ou de méta-analyses de celles-ci. Mais le problème de ces RCT, ce sont les critères d'exclusion. Pour rendre une population homogène, il y a parfois 95% des patients qui sont exclus. Alors parfois, il y a des all-comers, des études all-comers, mais c'est relativement rare. Et on suppose que la manière dont tous les patients ou la majorité vont réagir, qui sont par définition une population hétérogène, vont réagir de la même manière que les patients qui ont été inclus dans l'étude randomisée, ce qui est évidemment incorrect. Et nous devons aller, alors je ne dis pas que ce système est mauvais, bien sûr non, mais il faut aller plus loin et y ajouter des données personnalisées du patient, des données de ses antécédents, de son dossier médical, en allant peut-être à un moment donné en profondeur lorsqu'il est nécessaire vers des données de protéomique, de génomique, de métabolomique, etc., de croiser tout cela avec ce qui est disponible dans les guidelines, mais ça, évidemment, un humain seul ne peut pas le faire. Enfin, il peut le faire à l'échelle d'un patient, ça va peut-être lui prendre une journée, s'il y a beaucoup de données, des pathologies chroniques, mais l'intelligence artificielle, elle va pouvoir le faire. Elle va croiser les données personnelles du patient avec ce qui est disponible dans la littérature, dans les publications et dans les guidelines. Alors, quelques exemples d'innovations technologiques pour optimiser les services et la qualité des soins. L'exemple de la modélisation 3D et de la simulation numérique qui ont déjà commencé à transformer les pratiques chirurgicales. Vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes, la manière dont une tumeur hépatique est visualisée, comparer l'image de gauche à l'image de droite. Il est clair qu'en utilisant cela, le chirurgien hépatique va beaucoup mieux préparer son intervention et savoir comment il va aborder la tumeur dans ce cas-ci. Ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres. Le jumeau numérique, déjà utilisé dans de multiples secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile, la biosimulation par ordinateur permet progressivement de modéliser notre jumeau numérique et de tester sur lui la réaction de l'organisme à différentes approches médicales, sans avoir évidemment à ce que le patient subisse les effets secondaires lui-même, puisque c'est le jumeau numérique. Alors, un autre domaine que je trouve extrêmement important, qui fait partie d'ailleurs des hauts niveaux de l'échelle EMRAM de IMSS que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les Clinical Decision Support Systems, les systèmes d'aide à la décision clinique, avec l'aide diagnostique ou l'aide thérapeutique, différents outils, si vous voulez, de prédiction, etc., dans différents domaines. Vous voyez ici
toute une série d'avantages possibles, comme par exemple optimiser les prescriptions de médicaments ou d'actes, améliorer la documentation et éviter les erreurs humaines. Dans l'exemple des types d'alertes pour la prescription du médicament, y a-t-il des interactions, je prescris quelque chose, des interactions avec un médicament qui est déjà prescrit, avec l'état du patient, par exemple une femme enceinte ou l'âge, une allergie, pénicilline est l'exemple typiquement donné, avec un résultat de laboratoire, je veux prescrire un antibiotique 3 fois par jour qui est métabolisé par le foie, quelle est la fonction hépatique ou rénale dans un autre cas, et la dose quotidienne administrée, les fameux par exemple 4 grammes par jour de paracétamol, qui est l'exemple bien connu. Alors malheureusement, ces systèmes d'aide à la décision clinique, qui paraissent extrêmement séduisants, eh bien, ils sont très mal utilisés. Vous voyez ici que l'amélioration est d'un peu moins de 6% du pourcentage de patients recevant le processus de soins souhaité, pour toute une série de raisons, et notamment l'inadéquation des logiciels, l'absence de dossiers patients informatisés uniques, qui est une calamité évidemment. Nous ne sommes malheureusement pas dans un pays scandinave où on décide de manière globale. Ici, chacun fait un peu ce qu'il veut. Par exemple, il nous paraît très logique qu'on impose qu'à l'échelle d'un réseau hospitalier, le DPI soit le même. Alors, je ne dis pas qu'il faut imposer de haut en bas sans avoir, je dirais, pris connaissance du terrain, mais c'est évidemment quelque chose qui faciliterait considérablement l'échange d'informations. Alors, on va parler d'interopérabilité, bien sûr, s'il n'y a pas de DP unique, mais elle ne résout pas tout. Traitement en silo, le médecin généraliste n'est pas reconnu dans le processus, manque de connaissances, etc. Too much alarm kills the alarm, c'est bien connu également. Et j'en parle également ici parce qu'à l'avenir, on attend de nouveaux systèmes assistés par l'intelligence artificielle, notamment cette fameuse intelligence artificielle générative, eh bien qu'ils aident à corriger et ajuster chacun de ces points. Alors, quelques enjeux parallèles, des risques généraux qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc des atteintes à la vie privée, des processus de discrimination, sécurité et cyberalarme, des pertes d'emploi. Beaucoup de gens craignent ces problèmes de l'intelligence artificielle, une absence de transparence et d'explicabilité, une perte de contrôle et d'autonomie, des problèmes éthiques ou moraux, un impact sur la démocratie et la société, bien entendu, et la durabilité. Alors, dans le domaine de la santé, je terminerai dans les 2-3 minutes qui viennent, des erreurs diagnostiques et thérapeutiques, des biais et des inéquités, des problèmes de confidentialité, de sécurité de données, une dépendance excessive à la technologie, des problèmes éthiques et légaux, on va les retrouver bien entendu là-bas, la complexité de l'intégration, et on pourrait en citer encore de nombreux autres. Alors, il y a quelques pistes de solutions, c'est notamment de promouvoir un développement éthique et responsable, de former, de sensibiliser, d'expliquer, de dédramatiser, à commencer par comprendre ce que sont les différentes formes d'intelligence artificielle, demander la transparence et l'explicabilité, protéger les données, ça c'est évidemment extrêmement sensible, extrêmement important, en particulier dans le domaine de la santé, et si ces données ne sont pas protégées, si elles devaient être divulguées de manière régulière, ce serait évidemment une catastrophe, parce que ce n'est pas uniquement en l'intelligence artificielle qu'on perd confiance, mais c'est dans l'ensemble des systèmes informatiques que nous utilisons et sans lesquels nous ne pouvons pas fonctionner. C'est d'évaluer et valider, d'établir des réglementations et des normes et d'établir des partenariats. Alors l'éthique, évidemment, est extrêmement importante et très récemment, le Parlement européen a adopté l'Intelligence artificielle Act, l'AI Act, qui marque une étape cruciale dans ce parcours législatif et qui vise en fait à une approche basée sur les risques, classifiant les systèmes d'intelligence artificielle en différentes catégories de risques inacceptables, élevés, limités et minimales. Et il s'applique en fait, cet acte, à tout système utilisé au sein de l'Union européenne. Permettez de conclure en disant, je suis naturellement, je dirais, un optimiste réaliste, que le modèle de l'avenir reste à construire et que nous devons le construire ensemble. Il devra être fonctionnel, sécurisé, intuitif pour le patient, économique pour les acteurs publics, industriels et de services et collectif pour sa prise en charge.
Il doit dépasser les frontières des métiers existants. Il va peut-être nous permettre de résoudre au moins partiellement le problème de pénurie dans certaines spécialités. Il doit intégrer les outils technologiques actuels, soulever les bonnes questions éthiques et d'interopérabilité. Mais certainement, les évolutions technologiques et l'intelligence artificielle constituent une opportunité inédite de renouvellement des pratiques médicales sur laquelle nous devons toujours être attentifs, au bénéfice de nos patients, des professionnels de la santé et des aidants dans presque tous les aspects de la relation des soins. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Il y a des tas de choses à dire concernant ce sujet. Par exemple, avec notre prochain orateur, Giovanni Briganti, il est docteur en sciences médicales et master de spécialisation en gestion totale de la qualité. Il est chargé de cours aux facultés de médecine à Mons et à l'Université de Liège. Il est aussi maître de conférences à la faculté de médecine de l'ULB. Et à l'Université de Mons, il est aussi titulaire de la chaire EY. On dit EY aussi à l'anglaise, hein, en français. On dit ça comme ça? EY, on dit ça à l'anglaise plutôt? AI ou EA, mais on ne dit pas IA. C'est pas, ça sonne, je pense aux animaux, alors... IA, ok, IA, c'est comme vous voulez, hein, c'est à vous, moi je ne suis pas le spécialiste, hein, ok. Alors, titulaire de la chaire IA, mais il offre les premiers cours obligatoires au monde de IA, AY, comme ça vous voulez, dans le cursus de médecine. Ben, c'est à vous, c'est vous le spécialiste. Voilà, Giovanni Briganti. Alors c'est bien, on a commencé mon exposé par faire un petit peu de pub à une boîte de consultance, mais c'est pas grave. Je vais essayer de prendre le relais par la présentation du professeur Cole et vous donner un aperçu plutôt belge et ce que je pense être les challenges qui me préoccupent et que je pense nous devons tacler ensemble dans le monde de la santé. Alors, d'un point de vue clinique, l'intelligence artificielle, bien évidemment, elle est déployée dans plein de domaines. Le professeur Cole l'a déjà introduit. Quelques domaines pour se souvenir de ce que ça fait. Le monitoring à distance des maladies. On peut donc surveiller les patients à distance et prédire quand quelque chose va se passer qui va influencer leur état de santé dans plein de domaines différents. À tel point où, dans le domaine du diabète, certains d'entre vous peut-être sont des spécialistes là-dedans, dans le diabète de type 1, l'IA est désormais partie intégrante du traitement du diabète de type 1, même on devient le gold standard, notamment dans les pancréas à boucle fermée, qui autorégulent les niveaux de glycémie. Alors, dans le diagnostic, c'est le domaine le plus répandu dans la littérature scientifique, notamment avec une radiologie qui est de loin le domaine avec le plus de publications en intelligence artificielle. Nous avons également l'anatomie pathologique, la médecine laboratoire, la dermatologie, des domaines où on peut faire un diagnostic sur base de données ou sur base d'images pour le patient. La prédiction, donc sur base de données cliniques, prédire que quelque chose va arriver chez le patient et on peut donc le prendre en charge de façon précoce. Moi, je fais la psychiatrie et clairement, pouvoir prédire qu'un patient va développer une phase maniaque ou une phase psychotique dans le cas d'une décompensation nous est utile parce que nous pouvons dès lors mieux planifier les soins qui vont survenir. La prévention. Je ne sais pas combien d'entre vous dans la salle estiment que nous sommes bons en prévention en Belgique. Généralement, dans les conférences que je donne, et j'en fais beaucoup, jamais personne ne lève la main en disant « oui, on est bon ». Mais les applications d'IA peuvent généraliser l'approche préventive à l'entièreté de la population. La preuve en est que l'Organisation mondiale de la santé a relâché il y a 2 semaines un chatbot basé sur l'intelligence artificielle générative qui s'appelle Sarah et qui permet aux citoyens d'avoir accès à un modèle qui donne des informations correctes, au plus ou moins, en matière de santé. Alors, plein d'autres domaines d'application. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est la réduction du fardeau administratif chez les médecins.
Plusieurs études montrent que les médecins passent entre 60 et 80% du temps de travail à des tâches de soins en direct, des dossiers patients informatisés notamment, des certificats, des prescriptions, à tel point où des initiatives sont nécessaires pour sensibiliser les organisations qui demandent des attestations de la part des médecins qu'on en fait de trop. Alors, la Belgique, c'est quand même un pays particulier. Nous avons le potentiel d'être les premiers au monde dans l'intelligence artificielle en santé. Nous pouvons être réellement les meilleurs au monde. Nous avons été, en tout cas, un des premiers à faire une stratégie fédérale de l'intelligence artificielle en Belgique dans un groupe de travail qui s'appelle AI for Health et que j'ai le plaisir de mener depuis 4 ans dans l'organisation AI for Belgium. Suite à des études que je vais vous montrer dans les slides suivantes, les priorités qui sont ressorties, elles sont 5. Le premier, c'est d'améliorer la qualité des soins que l'on offre à la population. Nous voyons avec l'IA comment on peut améliorer la qualité des soins. Deuxièmement, le fait d'améliorer la qualité de vie au travail des professionnels, réduire les burn-out, réduire les arrêts, pouvoir limiter la perte de professionnels de santé que nous avons actuellement. Troisièmement, le fait de soutenir les institutions de soins. Nous savons, nos hôpitaux sont en difficulté à plein de niveaux, mais dans l'organisation hospitalière, l'IA a énormément à faire. Le professeur Cole vient de l'illustrer parfaitement avec sa présentation. Le quatrième point, c'était le soutien à la recherche et au développement. Je vous fais un exemple. Moi, je fais la psychiatrie et les troubles mentaux, on ne sait toujours pas ce que c'est. Avec et à l'aide de l'intelligence artificielle, je peux générer des milliers d'hypothèses de recherche à la seconde qui me suggèrent de faire de prochaines études pour comprendre l'ontologie des maladies mentales, mais aussi le meilleur traitement pour les patients. Et dernièrement, le fait de stimuler la recherche et le développement dans les politiques de santé publique pour aider nos politiciens à prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'en tant que Conseil supérieur de la santé, il n'y a pas un meilleur cas d'usage que pour l'intelligence artificielle à adopter. Alors, nous avons été les premiers au monde à faire 2 études nationales, une troisième va voir le jour bientôt, sur l'adoption de l'IA auprès des professionnels de soins. La première concernait les médecins spécialistes à l'hôpital, le deuxième les médecins généralistes. Dans les médecins spécialistes, ce que nous avons vu, c'est que les priorités sont semblables aux médecins généralistes. Avec une étude supplémentaire que nous avons après fait auprès de l'industrie pharmaceutique, nous nous sommes rendus compte que les priorités, par contre, sont divergentes. Je vais en toucher un mot d'ici quelques instants. Quelles sont ces priorités? L'augmentation de la rapidité et la fiabilité de la prise de décision, la libération de plus de temps pour des tâches haute valeur ajoutée et la réduction des risques d'erreur. Et ça s'aligne parfaitement avec ce que mon collègue disait tout à l'heure. Ce que l'on voit, c'est que les médecins non éduqués à l'intelligence artificielle avaient plus tendance à exprimer que l'IA est un risque de déshumanisation des soins. Alors que, comme vous l'aurez compris de par les 2 présentations, c'est plutôt un risque ou un facteur de protection. C'est une chance de réhumaniser le secteur de soins en libérant du temps pour les tâches à haute valeur ajoutée auprès des médecins. Alors, pourquoi est-ce que la Belgique a, je pense, le potentiel de devenir la meilleure au monde en intelligence artificielle en santé? Pour un si petit pays de 11 millions d'habitants, la Belgique est plus petite que la région d'Italie dans laquelle je suis né, nous avons des hôpitaux universitaires qui sont des champions de la recherche clinique. C'est ahurissant le nombre d'essais cliniques et d'études cliniques qui sont menées dans nos hôpitaux universitaires. C'est des nombres records. Nous avons, rien qu'en Belgique, plus que 300 entreprises qui font de la santé digitale, de l'IA ou de la technologie médicale avancée. C'est immense pour un si petit pays. Nous avons, à chaque niveau de gouvernance, des agences qui prennent ça en charge, d'une façon ou d'une autre. Des coalitions, des personnes de bonne volonté qui se regroupent pour travailler dans ce domaine. Et plein de bonnes volontés existent en Belgique. Alors, également, le secteur pharmaceutique, et je vais y revenir, est très présent et soutient cette innovation. Mais les hôpitaux souffrent d'un syndrome paralytique. Je le qualifierais presque d'une catatonie, de par mon biais professionnel. On est en perte de financement, en perte de compétitivité, en perte de professionnels de la santé et en perte de professionnels informatiques. Ces 2 derniers points sont cruciaux dans le développement de l'intelligence artificielle parce que si vous n'avez pas de profil informatique qui adopte des projets intra-hospitaliers, vous n'avez pas un service informatique bien fourni, les projets ne vont pas avancer. Tout autant que s'il n'y a pas de financement au sein de l'hôpital pour ce genre de projet. Mais on a plus de patients, plus de maladies chroniques, plus de tâches à faire pour le même nombre d'heures de travail, enfin qui augmente, et plus de complexité dans les soins.
Bien évidemment, le développement de l'IA tel qu'on le fait aujourd'hui est aussi problématique, il faut le dire. Le développement de l'IA est pris en charge par des firmes technologiques dans lesquelles les médecins ont peu ou rien à apporter dans ce développement. Par ailleurs, on essaie de contribuer à l'éducation et au profilage d'experts qui peuvent travailler dans ce genre d'entreprise pour fournir des données complémentaires dans le développement. Comment ça se passe aujourd'hui? Et j'enseigne aux ingénieurs, donc je sais ce que ça donne. Les ingénieurs, ils ont l'habitude de développer un système d'intelligence artificielle, de le comparer au gold standard, le médecin, et si le système dépasse le gold standard, alors on l'adopte et on le vend. Et on se fait de l'argent. De plus, la plupart des boîtes qui font de l'IA sont soumises à un système capitaliste qui est, je pense, de plus en plus incompatible avec un développement de technologies qui sont compatibles avec la pratique clinique. Et donc, il faut réinsuffler dans la pratique de développement d'intelligence artificielle un esprit scientifique. Et je pense qu'une organisation comme le Conseil supérieur de la santé a tout son rôle à jouer dans l'instauration de guidelines et d'accompagnement de ce qui se fait en Belgique en matière d'intelligence artificielle. Alors, l'adoption est un gros problème. Comment est-ce qu'on va être sûr que notre pays va correctement adopter l'intelligence artificielle? Ça, c'est un problème qui me tracasse tous les jours. Plusieurs de nos hôpitaux sont en contact et déploient des technologies d'intelligence artificielle qui n'ont pas été validées de façon clinique. Donc, vos parents, vos enfants, votre famille seraient peut-être en contact, ou vos patients sont peut-être en contact avec des technologies qui ne sont pas validées par des études scientifiques. Pourquoi? Parce que la plupart des sociétés qui développent des logiciels d'intelligence artificielle n'ont pas le temps ni l'argent d'attendre la collaboration avec un hôpital pour des études de validation clinique telles qu'on pourrait les faire avec des médicaments. Néanmoins, l'esprit scientifique qui nous prédomine en tant que professionnels de la santé doit nous guider en mettant en route des guidelines claires de validation clinique des outils qui sont en contact avec les patients aujourd'hui. Et je pense que c'est une nécessité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la conférence de cette année où on a plus de chances d'aboutir, si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, et pas contrôler votre téléphone, bien évidemment. Je ne vous en veux pas trop, hein, c'est ennuyant, mais voilà. Bien évidemment, nous avons un problème en Belgique, c'est la pilotite. C'est un gros problème que nous avons dans ce pays, c'est que nous faisons des petits projets et puis ils s'arrêtent et ça ne continue pas. Alors dans le modèle de l'IA, c'est un petit peu compliqué d'avoir ces projets pilotes. Il faut de grosses initiatives avec de gros financements qui regroupent plusieurs hôpitaux. Pourquoi? Si on s'interrompt en plein milieu, vous aurez fait adopter à des hôpitaux des technologies d'intelligence artificielle qui auront créé des flux de soins supplémentaires qui n'existaient pas avant, offrant quelque chose en plus aux patients, et après vous l'aurez interrompu. Et donc ça, c'est un problème. Cette pilotite que nous avons en Belgique, il faut la corriger. Alors, il faut le reconnaître, aujourd'hui, en absence de financements publics qui suivent à la hauteur des ambitions de nos hôpitaux, qui sont très ambitieux en matière d'intelligence artificielle, le secteur pharmaceutique est un gros contributeur de financement pour nos hôpitaux. Il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, le secteur pharma, il prend la Belgique. Pourquoi? Parce que nous sommes un petit pays, et donc si ça foire, on ne perd pas beaucoup d'argent, mais il est tellement compliqué que si ça marche chez nous, ça va marcher ailleurs. Et donc, quelque part, pourquoi c'est important d'expliquer et d'exploiter cette position que nous avons de pays test pour créer des collaborations avec le secteur pharmaceutique, pour déployer des technologies qui vont améliorer le secteur de soins et peut-être aller au-delà de cette pilotite qui nous taraude. Bien évidemment, en incluant le secteur public. Nous avons fait une autre étude pour le secteur pharmaceutique. Les résultats seront publiés bientôt, où on voit par contre que les priorités sont plus court terme pour le secteur pharmaceutique, sans surprise, que pour le secteur hospitalier. Et donc, le secteur public va devoir trouver une façon d'aligner les priorités entre le secteur pharmaceutique qui veut innover vite et bien pour avoir des résultats, et le secteur hospitalier qui est un petit peu un petit éléphant, hein, il faut le dire. Alors, le sentiment que j'ai en tant que personne intéressée à l'intelligence artificielle, c'est que nous sommes vraiment sur le point de départ d'une course de Formule 1, mais on n'arrive pas à démarrer. Notre secteur public, il est en difficulté. On a un financement des soins de santé qui est problématique, nous le savons. Nous avons autour de nous
des pays qui n'ont pas le titre que nous portons de meilleur système de soins de santé au monde, mais qui sont en train d'investir énormément d'argent dans la santé digitale et dans l'intelligence artificielle. Rappelons-le, 1 euro investi en santé digitale et intelligence artificielle en rapporte 3. Il y a un retour d'investissement et nous avons une réputation à garder dans ce domaine d'efficacité, de qualité des soins de santé. Et il y a 3 ingrédients pour cela. Le remboursement des technologies. Il faut rembourser des applications et des technologies qui utilisent l'IA et qui fonctionnent pour nos patients. De la validation, je l'ai déjà dit, faire des études pour tester les technologies d'intelligence artificielle et réguler de façon efficace, notamment avec l'AI Act qui vient de sortir. Alors, voici mes 3 points de conclusion. Vous aurez compris que nous nous investissons en Belgique dans l'éducation des professionnels de la santé et donc les professionnels de la santé sont en train d'acquérir une expertise qu'ils n'ont jamais eue auparavant en matière d'intelligence artificielle, de santé digitale et d'informatique médicale. Entre l'UMONS, l'ULiège, l'ULB, plein d'initiatives sont présentes maintenant pour former les professionnels. L'écosystème belge est en train de résoudre les problèmes un à un. Mais si nous allons avoir un consensus politique et scientifique autour de l'intelligence artificielle et de la médecine digitale et arrêter de chacun fonctionner de son côté, nous allons aller beaucoup plus vite ensemble. Deuxièmement, c'est que l'adoption, elle va s'améliorer si on tient compte des remarques et des besoins des professionnels de soins de santé. Plein de solutions qui se situent dans le marché ne répondent à des besoins que personne n'a dans les hôpitaux. Alors, il faut écouter plus les professionnels de soins de santé, mais on va y arriver. Et le 3e point, je pense que c'est pour conclure cette présentation, chacun de vous a un rôle à jouer pour informer les patients, pour informer les organisations, pour informer le monde politique de la nécessité de bien faire ça, mais aussi de faire ça vite, pour que nous puissions avoir un système de soins de santé qui reste performant, accessible pour tous et aussi soucieux d'innover pour le bien de la santé et de la médecine. Je vous remercie. Merci, professeur Bigant. Et j'ai bien appris, j'ai bien retenu, mesdames, messieurs, si ça marche ici, ça marche ailleurs. Comme on dit en anglais, if you can make it there, over there, you can make it anywhere. Il est déjà parti, il est encore là, mais oui. Mais peut-être on a encore un peu de temps libre. S'il y a des questions pour les 2 professeurs, Cole et Biganti, c'est le moment. Voilà, alors je les invite de nouveau sur scène. Je vais vous passer le micro. Il y a un micro ici. Voilà. Étant président, est-ce que vous pouviez passer le micro? Okay. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je me présente Paul Demunck, médecin généraliste, et je vais parler avec ma casquette de président d'un syndicat de médecins généralistes francophones. Vous allez comprendre pourquoi, le GBO. Ma question s'adresse au professeur Cole. Heureusement, vous avez quand même mentionné dans quelques diapositives la médecine générale et les relations avec le médecin traitant. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on réfléchit quand même encore probablement trop en silo. On est occupé au niveau de la médecine générale à développer des softwares, des logiciels pour la pratique de médecine générale. Ça ne se fait pas, sauf si je suis mal informé, en collaboration avec les hôpitaux. Alors ma question, c'est, dans tout ce que vous avez présenté au niveau de votre système d'informatisation et d'information hospitalier, est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce on arrive à parler un langage commun ou est-ce qu'on va arriver à définir un langage commun et quitter la logique en silo? Parce que vous avez à un moment donné cité le DPI hospitalier. Est-ce qu'il ne faudrait pas à terme arriver à un DPI tout court, partagé entre première ligne et deuxième ligne? 200% d'accord. Donc, c'est un autre sujet très vaste. Bon, on pourrait évidemment parler de cela, d'informatisation complète pendant très longtemps. Et effectivement, on évolue de ce qu'on appelait il y a 20 ans d'un dossier médical informatisé vers un dossier patient informatisé où le patient est au centre. Et effectivement, le patient, il a une histoire, il a des antécédents avant et il a en général un suivi, avec d'autant plus que nous avons affaire à des patients avec des problèmes chroniques, avec des comorbidités, etc. Donc la notion de portabilité et d'interopérabilité de l'information est évidemment essentielle. Je pense que par rapport à il y a 20 ans ou même à il y a 10 ans, il y a des progrès qui sont en cours, mais que ça reste encore largement insuffisant. Donc la notion, par exemple, de la manière dont on utilise, dont on traite
les données que le patient lui-même il doit progressivement inclure. Alors, la masse de données qui est générée est énorme, donc l'intérêt de l'intelligence artificielle après pour traiter, etc. Alors, deux considérations pratiques. La première, c'est que je vous ai parlé de IMSS avec son modèle EMRAM. Ce fait que IMSS a également, il y a d'autres modèles d'évaluation de la maturité, dont un modèle qui s'appelle le CCMM, Community of Care Maturity Model, qui est utilisé, qu'ils ont utilisé, bon, ça a connu un peu des pressions d'utilisation avec le Covid, d'évaluer justement ces systèmes d'échange et d'interopérabilité de données qui sont nettement meilleurs dans les pays scandinaves par rapport aux pays latins ou à la Belgique. Et donc, c'est une piste également pour évoluer. Deuxièmement, à l'échelle du CHU, et on n'est pas les seuls, on est en phase de mettre en place un projet qu'on appelle Patient Partenaire, qui inclut tout ça. Donc on en est au processus de sélection des candidats, etc. Mais je ne peux qu'être d'accord avec vous, comme je l'ai dit au départ, à 200%. C'est clair que l'ensemble des processus doit être, des acteurs doivent être impliqués. Et un autre exemple pour terminer, c'est celui de l'hospitalisation à domicile. On doit de plus en plus avoir ce qu'on appelle des hospitalisations à domicile, c'est-à-dire pour des patients qui ont des traitements au long cours, des antibiothérapies par exemple, des chimiothérapies, des soins de plaie qui nécessitent une intervention quasi quotidienne. Certainement, l'infirmier est très important. La logistique pour que les médicaments soient acheminés aux patients, il ne va pas aller tous les jours les chercher à la pharmacie, ces IV, mais le rôle du médecin traitant est essentiel et est souvent, malheureusement, laissé un peu trop sur le côté. Okay. Peut-être encore une dernière, je vous en prie. Merci pour vos allocutions, merci bien. J'ai une question pour M. Briganti. Vous travaillez dans le secteur de la psychiatrie. Il y a dans notre pays un groupe de patients avec des problèmes psychiatriques graves, hein, schizophrénie, bipolarité, addiction, je peux continuer comme ça. Est-ce que si vous auriez à conseiller le Conseil supérieur de la santé sur la psychiatrie concernant ces patients souffrant de maladies psychiatriques graves, quels seraient vos conseils utilisant l'intelligence artificielle comme projet de recherche ou projet d'amélioration clinique, et sachant que le secteur est un secteur diversifié avec des hôpitaux psychiatriques, avec des centres ambulatoires, avec des pratiques privées, quels seraient les 2-3 conseils que vous nous donneriez dans ce domaine-là? Merci beaucoup pour la question. Alors, il y a, juste pour compléter, il y a une initiative portée par le cabinet du ministre de la Santé sur un dossier belge de santé intégrée. Donc, bien évidemment, je pense qu'on va y arriver. Pour la psychiatrie, bon, c'est le domaine qui me passionne le plus, bien que j'essaye, pour rester général, d'avoir des doctorants dans différents domaines de la médecine digitale. La psychiatrie, c'est quelque chose de spécial, pour plusieurs raisons. C'est que, contrairement aux autres domaines de la médecine, nous ne pouvons pas venir utiliser des données, on va dire, objectives. Plutôt que la psychométrie, bien évidemment, les données de mouvement, la neuroimagerie, les données génétiques deviennent de plus en plus importantes pour modéliser les données cognitives. Alors, s'il y a un conseil à la fois d'un point de vue recherche, il faut renforcer le déploiement des outils d'intelligence artificielle dans la modélisation des maladies mentales parce que c'est quelque chose d'utile. Deuxièmement, nous pouvons utiliser l'IA également pour la découverte de nouveaux médicaments et donc peut-être redémarrer un processus psychopharmacologique qui a été à l'arrêt pendant trop longtemps dans notre domaine. Et d'un point de vue clinique, le Conseil supérieur de la santé vient d'émettre un avis concernant l'utilisation des applications digitales, notamment avec l'intelligence artificielle pour les soins de santé mentale. Mais je pense qu'il faut être encore plus ambitieux et opter vraiment pour un axe psychiatrie personnalisée à l'aide de ces nouveaux outils. C'est, je pense, possible. C'est sur quoi je focalise mes travaux de recherche pour l'instant. Ok.